À suivre, le témoignage sans concession d'un ancien top modèle victime de la dictature de la maigreur. Victoire a sombré dans l'anorexie, elle a failli y laisser sa santé et même sa vie avant de quitter le métier. Aujourd'hui, Victoire parle sans détour et dévoile les coulisses terribles derrière les paillettes et les flashs de photographes. C'est le portrait de la semaine. Pour être prise dans une agence, il faut faire moins de 90 de tours de fesses ou de hanches. Et celle qui allait devenir mon agent m'a dit c'est pas grave, il faut juste que tu perdes 3 cm et puis la Fashion Week c'est dans 3 mois donc il n'y a pas de problème. Je pesais 56 kilos quand j'ai été repérée pour 1,78 m et je suis descendue à 47. J'avais un IMC de 15, donc là c'est même plus de la dénutrition, ce qu'on appelle l'état de famine. Mon cerveau ne fonctionnait plus, je pouvais plus lire un magazine. Je n'étais plus moi, j'étais comme détachée de mon corps. Victoire a bien failli mourir à cause de son métier, mourir de faim en quelque sorte. Elle a été gravement dénutrie au terme de 7 mois de mannequinat dans l'une des plus grandes agences au monde. Victoire a pesé 47 kilos pour 1,78 m. Obsédée par son poids, elle ne mangeait plus que 3 pommes par jour. Aujourd'hui, elle dénonce une dictature de la maigreur dans le monde de la mode. Son témoignage lève toute ambiguïté sur le rôle des maisons de couture et des agences dans les phénomènes d'anorexie chez les mannequins. C'est le portrait de la semaine par Thierry de Mézières et Léo Monet. Jamais une ex-top modèle n'avait raconté de façon si cash les coulisses de la mode. Cette course effrénée à la maigreur pour entrer coûte que coûte dans des vêtements de taille 32. Le jour où Victoire Masson-Dosser accède au top 20 des mannequins les plus demandés, c'est déjà trop tard. Elle est prise dans l'infernale spirale de l'anorexie et devra passer des podiums à l'hôpital. J'étais en train de faire les boutiques dans le Marais avec ma mère et un jeune homme est venu, il devait avoir une trentaine d'années et il m'a dit « Vous êtes la prochaine Claudia Schiffer ». Donc au début, je me suis dit que c'était une très bonne technique de drague, mais que ça n'allait pas marcher. Et ma mère est arrivée et il a continué en me disant « Mais vous avez un nez incroyable, apparemment c'est ce qui prend la lumière ». Et il m'a dit « Mais je travaille pour Elite, vous devez connaître ». Et effectivement, même si j'étais pas très penchée sur la mode, c'est quand même une des plus grandes agences de mannequins. Et il m'a dit « Moi, je travaille pour eux et je suis sûre que je peux faire de vous une star. Donc signez avec nous et à New York, on peut partir à la Fashion Week de New York et enchaîner sur Milan, Paris, etc. » Et tout de suite, on vous a parlé de taille, tout de suite. Dès mon premier rendez-vous chez Elite, on m'a demandé de marcher pour voir ma démarche. Je devais porter un petit haut très moulant, un pantalon très moulant aussi, des talons très hauts. Et on m'a mesuré avec un mètre pour connaître mes mensurations de poitrine, de taille et de hanches. Alors, ce qu'ils appellent les hanches, c'est le plus gras de la fesse. Hein. Et pour être prise dans une agence, il faut faire moins de 90 de tours de fesses, de hanches. Et du coup, moi, je faisais au-dessus, je faisais 91 ou 92. Et celle qui allait devenir mon agent m'a dit c'est pas grave, il faut juste que tu perdes 3 cm et puis la Fashion Week c'est dans 3 mois donc il n'y a pas de problème. 3 cm, ça veut dire combien de taille en moins? Vous étiez à quoi, 36? Donc moi je faisais du 36 et il fallait que je passe à du 32-34, donc 2 tailles en moins. Et donc ce qui est l'équivalent de 10 kilos que j'ai perdu en 2 mois. Vous pesiez combien pour quelle taille? Je pesais 56 kilos quand j'ai été repérée pour 1,78 m et je suis descendue à 47. Et ces kilos vont devenir très très vite l'obsession de votre vie. Bah, tout de suite, je suis tombée. Enfin, je sais pas si je suis tombée dans l'anorexie à proprement parler, si on peut dire ça au départ, mais je suis tombée dans une obsession de mon corps et de la maigreur et du contrôle de mon alimentation. J'ai cherché sur les sites les aliments les moins caloriques, etc. J'ai trouvé la pomme, qui en plus cale et coupe l'appétit. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais manger 3 pommes par jour au lieu des 3 repas. Je pense effectivement qu'assez vite, je suis tombée malheureusement dans l'anorexie et que j'ai eu cette petite voix que je décris dans le livre et que j'appelle la salope. Dès que je voulais manger quelque chose, j'avais cette petite voix qui me disait « Non, tu ne vas pas rentrer dans les fringues, tu vas grossir, donc ne mange pas. » Et à chaque fois que vous mangiez, vous aviez 2 techniques en fait terribles dans l'anorexie. C'est soit prendre des laxatifs, soit se faire vomir. Exactement. Il faut que ça sorte par un côté. Pas très joli à dire, mais c'est la seule solution. Moi, j'ai essayé de vomir et j'ai pas réussi. Et du coup, j'ai pris des laxatifs. Alors au début, je prenais 2 comprimés, puis 10, puis 20, puis je prenais toute la tablette, toute la boîte. Et ensuite, j'ai fini par me faire des lavements. Et c'était une méthode connue sur les défilés? La méthode connue, c'est de vomir. C'est-à-dire que dès qu'une nana mange un truc, elle court aux toilettes, donc on sait toutes pourquoi elle y va. Mais c'est tabou ou ça se sait, ça se dit? Bah, tout le monde le sait, mais il y a une omerta totale par rapport à ça, donc personne ne le dit. Quand les caméras arrivent en backstage, toutes les mannequins se ruent
vers le buffet. Tout le monde fait semblant de manger un muffin ou une tarte ou des gâteaux devant les caméras. Comme ça, tout le monde se dit « Ah, elle mange, c'est extraordinaire, elle a une nature incroyable. » Puis ensuite, on va toutes vomir ou prendre des laxatifs parce que c'est physiquement impossible de manger n'importe quoi et d'être aussi maigre. Faire une taille 32 pour 1m80, ce n'est pas possible. Vous avez ça dans la tête ou on vous le répète sans arrêt qu'il faut être maigre? On nous répète qu'il faut rentrer dans les vêtements. 34, 32. Voilà, 34, 32. On sait que sur certaines collections, par exemple Balmain, ce n'est que du 32. Balmain, il taille très petit, donc on sait que si on veut avoir ce défilé-là, il faut être extrêmement maigre. Et le seul moment où les agences en parlent, c'est qu'elles nous disent, pour les shootings photos, tu peux reprendre un peu de poids, tu peux passer à une taille 36. Ensuite, en revanche, quand on repasse à la Fashion Week, là, tu as le temps pour maigrir. Vous allez donc vivre la vie de toutes les jeunes mannequins, vous allez commencer les castings, vous racontez ça comme une foire aux bestiaux. Exactement, parce qu'on est traité comme un corps, on n'est plus qu'un corps maigre et totalement décharné. On n'est plus un humain, on est un objet, on est un cintre. Ce qu'on nous demande, c'est notre nationalité, on nous demande en général pas notre prénom, et ensuite ils nous demandent de marcher. Il y a les relations entre les filles aussi, qui sont très compliquées. Spécialement avec les Russes. Exactement, qui sont des tueuses. Parce que la plupart aussi n'ont rien à perdre. Une de mes très bonnes amies qui était hollandaise vivait avec 2 Russes. Et un jour, il y avait un casting super important qu'il fallait absolument pas rater. Et du coup, les 2 Russes ont empoisonné le chien de cette petite nana en lui donnant du chocolat et plein de friandises. Et elle a dû l'emmener chez le vétérinaire et du coup louper le casting. Mais du coup, elle s'est vengée en passant tout leur maquillage et tout leur pinceau à maquillage dans la litière du chien. Ce qui fait qu'elles ont eu une peau horrible, elles ont eu plein de boutons et elles ont raté ensuite, à leur tour, plein de castings. Donc il y a cette violence entre vous, les filles. Entre filles. Il y a aussi des maisons qui se comportent de façon très violente avec vous. Moi, je faisais une taille 40 en pointure. On me donnait du 38, donc j'avais les pieds en sang. Et la pire expérience quand même que j'ai eue, c'est un hair and make-up. Donc ça, c'est quand ils font le maquillage. Ils créent le maquillage et la coiffure sur vous pour le défilé. Et ils vous mettent des produits absolument abominables, de la colle dans les cheveux pour vous coller des rajouts, etc. Et quand je suis rentrée à l'hôtel, j'ai voulu me peigner pour enlever tout ça et j'ai perdu une mèche entière de cheveux. Et malgré tout ça, vous continuez à vous bagarrer pour les défilés et vous ne cessez de maigrir. Ça fait rêver parce que malgré tout, c'est quand même un milieu où voilà, on porte des robes exceptionnelles, on voyage et on peut gagner beaucoup d'argent en faisant quelque chose de pas très compliqué. Il suffit juste d'être maigre et jolie et puis voilà, bon, il y a plus dur dans la vie aussi, hein, il faut évidemment tout relativiser. Mais le problème, c'est ensuite l'engrenage de l'anorexie, effectivement, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va me distinguer des autres? Ah bah, c'est peut-être que plus je suis maigre, plus je vais avoir de boulot. La vision du corps se déforme totalement. Donc j'avais l'impression d'être de plus en plus grosse alors que j'étais de plus en plus maigre. Vous étiez obsédée par le gras de votre ventre. J'avais tellement mal, je pouvais pas dormir sur le dos parce que ça me tirait la peau. Tellement j'avais, oui, tous mes os sortaient. Et vous trouviez partout, belle? Quoi. Non. Un jour, votre mère va vous découvrir dans la salle de bain. Elle va dire, j'ai l'impression que tu sors d'un camp. Ouais. Exactement. Là, elle a réalisé, je pense, d'un coup, parce que j'étais nue aussi, parce qu'avec les vêtements, on se rend jamais vraiment compte. Et l'anorexie, c'est de la manipulation. Hein, donc, si on veut pas que les gens le sachent, ils ne le savent pas. Et à ce moment-là, elle a ouvert la porte, elle m'a vue et elle est tombée par terre en pleurs. Et je pense qu'elle s'est dit là que j'allais mourir. J'avais tellement faim, j'en pouvais plus. Et du coup, elle m'a apporté un poulet entier, un poulet rôti, que j'ai dévoré à pleine main jusqu'aux os. Et je l'ai entendu ensuite au téléphone avec mon père lui dire « il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, tu l'aurais vu, c'était l'enfant sauvage ». Moi, j'avais un IMC de 15. Donc là, c'est même plus de la dénutrition, c'est ce qu'on appelle l'état de famine. Mon cerveau ne fonctionnait plus, je pouvais plus lire un magazine. Je n'étais plus moi, j'étais comme détachée de mon corps. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez dit stop? Je me suis rendu compte comme on me traitait mal. J'ai dit « maintenant, c'est fini ». Mais ils continuent à vous rappeler. Hein. C'est très difficile d'en sortir. Ils m'ont rappelé en me disant « mais tu es prise pour telle séance photo et là tu es prise pour la couverture du Vogue, tu ne peux pas refuser la couverture d'un Vogue ». Et à ce moment-là, moi j'avais fait des crises de boulimie énormes et même en faisant des lavements, au bout d'un moment on ne peut plus perdre. Dès que je voyais le nom de mon agent sur mon téléphone, j'avais peur et j'allais me goinfrer à la boulangerie pour étouffer cette angoisse-là.
Et du coup, quand elle m'a dit que j'avais cette couverture-là, je me suis dit, ça ne va jamais s'arrêter. Elle va toujours me poursuivre, il y aura toujours un truc et je ne vais jamais m'en sortir. Et de toute façon, maintenant, je suis énorme et si elle me voit, ça va être horrible, c'est la déchéance. Et du coup, j'ai fait le tour, effectivement, de ma maison et des salles de bain pour trouver tous les médicaments que je pouvais trouver. Et j'ai tout pris. Et on vous a sauvé à temps? Ouais, mon petit frère, qui avait 12 ans, est venu dans ma chambre quand j'étais en train de prendre les médicaments. Ça, je m'en voudrais toute ma vie, mais... et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Mavic? Et moi, j'étais déjà totalement endormie, mais il a vu tous les cachets sur mon lit, etc. Et du coup, il est parti chercher mes parents. Et du coup, je me suis juste réveillée à Sainte-Anne, dans le service d'urgence, parce qu'on m'avait fait un lavement. Vous êtes parti dans une maison de repos, c'est ça? Oui, exactement. Mes parents ont trouvé une maison, donc la clinique de Garches, où là, j'ai rencontré un médecin exceptionnel qui est spécialiste des troubles alimentaires et qui m'a sauvé la vie. Ouais. Lorsque le médecin a découvert votre corps, je crois que vous aviez le squelette d'une femme de 70 ans. Oui, absolument. J'avais de l'ostéoporose, j'avais pas eu mes règles pendant 8 mois. Mais il m'a dit que j'avais eu énormément de chance parce que j'aurais pu rester 2 mois de plus dans la mode et être stérile ou ne pas pouvoir reconstituer intégralement mon squelette. D'ailleurs, on découvre dans votre livre qu'effectivement, les mannequins sont tellement déséquilibrés au niveau de l'alimentation qu'elles n'ont plus de règles. Exactement. Et ça arrive très vite, ça. Parce qu'il suffit d'être juste en dessous de ce qu'on donne du minimum vital pour le corps pour ne plus les avoir. Et vous êtes resté mannequin combien de temps en tout? 7 mois. Le fait de dénoncer ça... J'espère que ça va faire du bruit. Vous brisez un tabou, là. Ouais. Mais il faut, parce que la mode touche absolument tout le monde, et elle impose un corps malade, un corps maigre, et la femme aujourd'hui ne doit plus être qu'un corps maigre, ce qui est extrêmement dégradant et dangereux pour toutes les jeunes filles et pour toutes les femmes, parce que consciemment ou non, on s'identifie à ça, parce qu'on nous bombarde toute la journée en nous disant l'idéal, c'est ça. Si vous voulez être belle, vous devez être maigre. Mannequin, vous faisiez du 32, je peux vous demander votre taille aujourd'hui? 38. Victoire Masson-Dosser témoigne dans Jamais assez maigre, journal d'un top modèle paru aux éditions Les Arènes. C'est la fin